Bonsoir à tous, vous êtes en direct dans Bouge la France. On est ensemble de façon un petit peu plus courte ce soir, comme tous les mercredis, puisque vous vous trouverez face à nous avec Michel Grossior dans 45 minutes très exactement. On va commencer avec Jean-Louis Gombaud par parler de cette rumeur selon laquelle le gouvernement voudrait faire des économies de l'ordre de 6 à 7 milliards d'euros pour l'année 2009. Est-ce que c'est déjà le plan de rigueur qui s'annonce, comme le pense la gauche? On en parle dans un instant. Et puis ensuite, alors que vous entendez la sonnerie de la reprise de séance ici même au Sénat, ce qui prouve qu'on est en direct. Après, on parlera des apprentis et de l'apprentissage version 2008. C'est pas du tout ce qu'on a connu il y a 10, 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, ces jeunes apprentis ont souvent bac plus 3, plus 4, plus 5. Ils vont autant de temps en entreprise et même parfois beaucoup plus qu'à l'école. Et visiblement, ça porte ses fruits puisqu'ils trouvent plus souvent du travail. Ils seront très nombreux sur ce plateau autour de Bernard Sellier, le sénateur RDSE de l'Aveyron, et de Christian Dapilly, qui est le DRH de Veolia. Il nous expliquera comment ça fonctionne dans une grosse entreprise comme celle-ci. Voilà, et puis on terminera le dernier coup de fil, donc d'ici 42 minutes à peu près, avec Fabrice Deloy, l'ex-mari d'Ingrid Betancourt, qui va peut-être nous donner des nouvelles de cette mission humanitaire qui est partie de Paris tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Tout de suite le journal avec Salaria Rojek. Elle est là. Bonsoir. L'initiative de la dernière chance pour tenter de sauver Ingrid Betancourt. Une mission humanitaire a quitté Paris direction la Colombie. Un avion a décollé en début de soirée de l'aéroport de Villacoublay. À son bord, au moins 2 personnes, dont Daniel Parfait, ancien ambassadeur en Colombie et beau-frère d'Ingrid Betancourt. L'otage est dans un état plus que critique. Et ce matin, son fils, Lorenzo, a lancé un nouvel appel aux FARC. Hélène Defer et Guillaume Bonnet. Un petit peu de retard. Le dernier appel pour obtenir la libération de sa mère Ingrid Betancourt. C'est ainsi que Lorenzo a présenté la déclaration solennelle lue devant la presse. À l'heure où je m'adresse à vous, dans la jungle colombienne, une femme, ma mère, court à la mort. Un appel précédé la veille par celui de Nicolas Sarkozy. Le président a souhaité s'adresser directement au commandant Marulanda. Ce sont ces guérilleros qui retiennent Ingrid en otage depuis plus de 6 ans. Alors vous qui dirigez les FARC, vous avez maintenant un rendez-vous avec l'histoire. Ne le manquez pas. Libérez Ingrid Betancourt et ceux des otages qui sont les plus affaiblis. Peu après cette intervention, l'Élysée a annoncé l'envoi d'une mission humanitaire en Colombie. Objectif, récupérer Ingrid. Pour la famille de l'otage, le succès de cette mission dépendra de la coopération du président colombien Uribe, un homme à qui Lorenzo a aussi lancé un appel. Je veux croire que vous redoublerez de vigilance pour vous assurer que vos hommes sur le terrain respecteront scrupuleusement vos instructions de cesser le feu et que la mission humanitaire envoyée par la France pourra sans encombre porter secours à ma mère. Pour maintenir la pression sur les FARC comme sur le président colombien, les proches d'Ingrid ont appelé à une marche pour la liberté à Paris et dans une dizaine de villes de province. Puis nous serons tout à l'heure en ligne avec Fabrice Deloy, l'ancien mari d'Ingrid Betancourt. Le Tchad estime que la France devrait payer les quelques 6 millions d'euros dus par les membres de l'Arche de Zoé. C'est ce que révèle le Figaro en publiant un courrier du gouvernement tchadien. Mais Paris a répété hier qu'il était hors de question que la France paye cette somme. François Fillon l'a annoncé, le temps est aux économies. Le gouvernement devrait publier vendredi une centaine de mesures destinées à réaliser 6 à 7 milliards d'économies. Des économies qui concernent le logement, la santé, l'emploi et la formation. Les ministères devraient eux aussi se serrer la ceinture. Et justement, un rapport de la Cour des comptes épingle la gestion du Quai d'Orsay. Un diplomate sur 4 y serait sous-employé. Patrick Sauce. Le sénateur de Haute-Loire, Adrien Goutéron, vient d'effectuer un contrôle des effectifs au Quai d'Orsay et il a fait ses comptes. Ambassadeurs plus consuls généraux, cela fait un total de 300 postes. Or, le ministère emploie 370 hauts diplomates. 70 d'entre eux ne servent donc à rien. Il y a donc là un problème en termes budgétaires sans doute, en termes de bonne utilisation des moyens de l'État, mais il y a un problème aussi en termes humains, parce que ces personnes-là, elles seraient normalement en droit d'avoir des postes qui soient à la hauteur sans doute de leur ambition et en tout cas de leurs possibilités.
En cause, l'âge des diplomates qui espèrent toujours obtenir un poste de prestige avant la fin de leur carrière. Résultat, les plus anciens ne veulent pas entendre parler de mobilité professionnelle. Il faut qu'assez tôt, dans le déroulement de leur carrière, ces personnes sachent, quand elles ont 40, 45 ans, qu'il y a des chances ou des risques pour qu'elles ne puissent pas aboutir au poste pour lequel, pourtant, elles ont souhaité entrer dans cette carrière. Donc il faut aussi leur offrir des possibilités de placement à l'extérieur. Il faut une cellule, peut-être, de reclassement. Après une première vague de départ initiée fin 2007, Bernard Kouchner souhaite faire une offre aux diplomates sous-employés, une forte prime contre leur démission. Sachez encore que le porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, assure ce soir que les économies prévues par le gouvernement seraient inférieures aux 6 milliards avancés par le journal Le Monde. ArcelorMittal a confirmé aujourd'hui la fermeture partielle de l'usine de Gandrange et la suppression de 575 emplois. Les syndicats appellent à une mobilisation générale. On connaît enfin le parcours de la flamme olympique à Paris lundi prochain. Le relais commencera à la Tour Eiffel pour s'achever au stade Charletti. Ce parcours a été dévoilé ce matin lors d'une conférence de presse en présence du maire de Paris Bertrand Delanoë et de plusieurs athlètes dont David Douillet. 35 mesures pour relancer le marché de l'art. Christine Albanel veut alléger les pesanteurs d'un secteur en perte de vitesse. Et parmi ces mesures, la mise en place d'un prêt à taux zéro pour les collectionneurs privés et l'extension du mécénat. En 2007, la Chine a ravi à la France le 3e rang mondial en produits de vente. Thomas Raguet. La France perd du terrain sur le marché mondial de l'art. Christine Albanel a donc décidé de réagir en incitant les particuliers à se porter acquéreurs. Vous vous baladez à la FIAC par exemple et vous tombez sur un panneau et vous dites il y a un tableau vous plaît et vous savez que ça coûte, je ne sais pas, 3 000, 4 000 euros par exemple, c'est-à-dire le prix d'un écran plat en réalité, eh bien tout à coup vous allez pouvoir le faire et on va vous consentir un prêt justement à taux zéro que la banque pourra valoriser dans le cadre des dispositions actuelles sur le mécénat. Une mesure bien accueillie par les professionnels du secteur. Aujourd'hui s'ouvrait justement Art Paris, une grande foire d'art contemporain créée justement pour rendre accessible l'art au plus grand nombre. Les dispositions fiscales sont totalement nécessaires pour que l'État soit à la fois le mécène État, mais qui donne à des particuliers la possibilité d'être mécène par l'achat même d'un tableau à un artiste contemporain. Patrice Trigano est galeriste à Paris. Pour lui, la France a besoin d'aider ses artistes. Je crois que c'est très important dans un pays parce que d'abord, ça favorise la créativité et deuxièmement, économiquement, ça fait rentrer des devises et puis je crois que pour la constitution des collections à venir, c'est très très important. Très important que la France redevienne un vivier d'œuvres d'art. Les particuliers ne seront pas les seuls à pouvoir en profiter. Les PME et les professions libérales sont aussi concernées. Maurizio Prato, le président d'Alitalia, a démissionné ce soir de la direction de la compagnie. Alitalia qui annonce la fin des négociations avec Air France KLM. Faut-il que les personnes âgées dépendantes entament leur patrimoine pour payer leur prise en charge? C'est en tout cas le système appliqué en Angleterre. Une idée qui intéresse les sénateurs français chargés de réfléchir aux questions de dépendance et donc d'un éventuel 5e risque. Un reportage de Flora Sauvage. Direction la Chambre des communes pour une rencontre avec Ivan Lewis, le sous-secrétaire d'État chargé de la dépendance. En France comme en Grande-Bretagne, la question de la prise en charge des personnes âgées préoccupe les parlementaires. Le nombre de personnes de plus de 85 ans en 2020 aura augmenté de 50%. Et en Angleterre, 1,8 million de personnes auront plus de 85 ans en 2020. Objectif de ce déplacement à Londres pour la mission d'information sur la dépendance est d'aller piocher des idées outre-Manche. Les Britanniques nous montrent que l'on peut demander à la personne qui sollicite le versement de l'avantage social de faire contribuer dès ce moment-là son propre patrimoine. Et il y a un outil juridique qui est l'hypothèque rechargeable ou la rente viagère hypothécaire. Autrement dit, l'idée serait pour une personne nécessitant le placement en maison de retraite de l'obliger à hypothéquer sa maison. Si la personne est obligée d'intégrer un établissement compte tenu de son niveau de dépendance, le relais public n'existait pas, il existe uniquement pour celles et ceux qui n'ont pas de ressources, et pour ceux qui possèdent un patrimoine, ils sont obligés de vendre leur maison pour payer
les services et l'hébergement dans un établissement spécialisé. Quid des personnes qui souhaitent léguer à leurs enfants leur maison en héritage? Pour les sénateurs, la question ne se pose pas. J'ajoute que c'est demain que s'ouvrent les négociations entre le ministre du Travail Xavier Bertrand et les partenaires sociaux sur cette question du financement de la dépendance. Suite de l'examen du projet de loi sur les OGM à l'Assemblée nationale et beaucoup de réactions aujourd'hui au propos de Jean-François Legrand. Le sénateur UMP a mis en cause l'impartialité de certains parlementaires sur les OGM. Ces propos ont été vivement condamnés ce soir sur notre antenne par Henri de Rincourt, le président du groupe UMP au Sénat. Alors dans ce contexte, nous nous sommes posé la question, les OGM peuvent-ils réellement aider à nourrir la planète? Les explications de Nicolas Béard. En 2050, il y aura plus de 9 milliards d'êtres humains sur Terre et autant de bouches à nourrir. L'agriculture devra relever un impressionnant défi, nourrir une population en constante augmentation avec moins de terres exploitables et des ressources de plus en plus rares. Le recours aux OGM pourrait donc être une option. Le défi est absolument énorme. Et pour ça, il faut faire feu de tout bois. Et pourquoi pas des OGM? Si on peut donner aussi un coup de pouce sur certaines fonctions en trouvant des plantes qui sont mieux à même de prendre peu d'éléments pour produire de la nourriture, je crois qu'il ne faut pas non plus s'en priver. Les promesses sont belles. Augmenter les rendements, obtenir des cultures plus résistantes et quelles que soient les conditions climatiques. Mais les effets à long terme des OGM sur l'environnement ne sont pas encore connus et selon les experts de la FAO, les capacités de production actuelles seraient bien suffisantes. Combien la Terre peut-elle nourrir d'êtres humains dans les conditions actuelles de la production? La réponse des plus pessimistes, c'était de l'ordre de 10 milliards et des plus optimistes de l'ordre de 30 milliards. Par conséquent, il y a encore de la marge. Ne prétendons pas à l'urgence pour prendre des décisions qui iraient contre le principe de précaution. L'enjeu est déjà de taille aujourd'hui. Les stocks mondiaux de céréales ont été divisés par 2 depuis 2000 et encore près de 900 millions de personnes souffrent de la faim. Un chiffre pour terminer. À l'issue des élections municipales et cantonales, 92 sénateurs sur un total de 330 ont été élus ou réélus maires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et Jean-Louis Gombeau. L'heure est aux économies. Vendredi, le président Sarkozy dévoilera un train de mesures susceptible d'alléger les déficits publics dont le poids, on le sait, ne cesse de s'alourdir. On parle déjà de 6 à 7 milliards d'économies. L'opposition parle déjà de rigueur. Reste à savoir dans quel domaine le gouvernement entend-il agir pour rééquilibrer un tout petit peu les comptes de la nation. Réponse de Jean-Louis Gombeau, c'est tout de suite sur le plateau de Bouge la France. Ça va Jean-Louis, bonsoir. C'est vrai que Pierre-Henri Gergonne a bien posé le problème, cette rumeur qui enfle, alors on ne sait pas encore si elle est confirmée ou quoi. Le gouvernement voudrait faire de l'ordre de 6 à 7 milliards d'économies pour 2009. Et évidemment, c'est le thème de défense de la gauche depuis déjà plusieurs semaines, d'évoquer un plan de rigueur. Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que c'est sur ça? Le chiffre a été contredit par M. Lefebvre, qui est porte-parole de l'UMP. Ça sera moins que 6 à 7 milliards, a-t-il dit. En tout cas, ça ne peut pas être moins de 5, et c'est très simplement qu'on peut l'expliquer. Il faut sortir un peu du débat sémantique, je crois, rigueur par rigueur. Il faut rester dans la réalité des chiffres. 2008, la France a un déficit de 2,5%. Si on veut rentrer à l'équilibre en 2012, comme on s'est engagé auprès de nos partenaires européens, c'est grosso modo d'ici à cette date une bonne cinquantaine de milliards à trouver. Donc dès 2009, il faut au moins 5 milliards pour commencer. Il faut d'autant plus que la France, au 1er juillet, prend la présidence de l'Union européenne. Elle ne peut pas se présenter comme chef de classe en étant le dernier de la classe en matière budgétaire. Donc il y a la nécessité, disons, d'afficher une volonté de résorption rapide du déficit. C'est peut-être pourquoi ça sera peut-être pas 6 ou 7 milliards, mais ça peut pas être moins de 5 milliards, sinon on provoque la risée générale sur notre volonté d'arriver à l'équilibre en 2012. Alors bon, 5 milliards, admettons, mais sur quel poste on va économiser? Alors, vendredi, la réunion, parce que c'est une réunion un peu particulière, c'est une réunion du gouvernement avec M. Sarkozy à l'Élysée, et c'est une réunion sur l'évaluation des politiques publiques. Il s'agit de savoir, c'est la deuxième du genre depuis l'arrivée du président à l'Élysée, il s'agit de savoir si l'argent dépensé par l'État dans ses politiques publiques, alors il s'agit de la formation professionnelle, la politique de l'emploi, les problèmes de le logement et d'autres ainsi, sont correctement
est-ce que c'est efficace et est-ce qu'on peut pas, en réalité, faire mieux avec moins d'argent, grosso modo? Alors, on sait qu'il y a un certain nombre Avec un paramètre, le chômage baisse. Alors, justement, sur la politique de l'emploi, bon, l'idée, c'est que, est-ce qu'il y a autant besoin de distribuer de l'argent pour favoriser l'emploi, alors qu'on est sur une dynamique et qui va continuer, puisque le chômage baissera en 2008 de à peu près 100 000 chômeurs, c'est quand même moins qu'en 2007, mais c'est quand même pas négligeable. Donc, est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'argent pour réanimer la politique de l'emploi? Vous avez la même chose sur la question du logement. Le gouvernement se dit, mais enfin, aujourd'hui, il y a un problème de gestion du fameux 1% logement. Il y a la volonté de recentrer un peu tout ça pour le rendre plus efficace et aussi pour peut-être baisser le plafond de ressources qui donne des aides au droit au logement. Et de ce point de vue-là, comme on va baisser le plafond de ressources pour avoir des aides au droit au logement, on peut parler effectivement de rigueur parce qu'un certain nombre de gens recevront l'aide et ces gens-là ne la recevront plus. Et donc vous avez sur l'ensemble de ces postes, vous aurez à peu près les 5 milliards. Il faut rappeler que les dépenses publiques en France, c'est 1000 milliards d'euros. Et vous voyez à quel point c'est déjà, c'est un casse-tête pour trouver 5 milliards sur 1000 milliards. Jean-Louis, ça c'est pour 2009, mais là, bon, 2008, on fait quoi? Alors 2008, la question est, je dirais, pratiquement réglée, sauf qu'il y a une bonne surprise. La question est réglée parce que déjà, dimanche dernier, M. Fillon a dit, j'ai mis un peu d'argent de côté au cas où la croissance serait moins bonne. Et donc, comme elle sera moins bonne, cet argent de côté est gelé, ne sera pas dépensé. Et puis, il y a un deuxième aspect. Les heures supplémentaires marchent beaucoup moins bien que ne l'espérait le gouvernement. Donc il avait budgété une somme importante pour défiscaliser ces heures sup, à peu près de 8 à 9 milliards. Comme ça marche moins bien, ça marche pas. Disons que ça marche pas aussi bien qu'il l'espérait. Il y aura de l'argent pour ça, mais moins. Donc ça veut dire que cet échec relatif, ou ce demi-échec, appelez ça comme vous voudrez, se traduira par, malgré tout, une bonne surprise budgétaire à la fin de l'année. 1 milliard à peu près? Alors les dépenses, ce qui a été budgété, c'est 9 milliards, et si on arrive à 4 milliards, donc on va arriver à ah oui, tout de même. C'est beaucoup d'argent. D'accord, merci beaucoup Jean-Louis. On se retrouve demain soir bien sûr et nous ça continue maintenant. On va parler des nombreux invités qui vont venir me rejoindre dans un instant. Ce sont les apprentis, des nouveaux apprentis. C'est plus pareil qu'avant l'apprentissage. Et oui, et si c'était la formule miracle depuis 3 ans, l'apprentissage fait un boom, des effectifs d'apprentis multipliés par 3 en 3 ans. Et tout le monde s'y met, petites, grandes et très grandes entreprises et même de très prestigieuses grandes écoles. Plus aucun métier n'y résiste. C'est la fête de l'apprentissage ce soir dans Bouffe la France et au moment où à Paris c'est sur des planches, les planches d'un théâtre que se déclinent ces nouveaux aspects de la formation professionnelle. Il y a donc du monde ce soir autour de Pierre Sled, des apprentis venus en nombre, mais également Christian Dapi, directeur des ressources humaines chez Veolia Environnement, l'une des grandes entreprises qui fait appel à l'apprentissage, et le sénateur Bernard Sellier, spécialiste des dossiers de la formation professionnelle, l'apprentissage dans tous ses états, que la fête commence dans Bouge la France. Le décor est plus que planté, là, que peut-on ajouter? Bonsoir à tous, Vous êtes assez nombreux sur le plateau de Bouge la France. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle d'apprentissage, je m'adresse tout de suite à Bernard Sellier. Lorsqu'on pense à l'apprentissage, on se dit, c'était il y a 30 ou 40 ans, alors c'était les très jeunes qui apprenaient les métiers, les artisans, etc. Et aujourd'hui, il faut quand même, dès le début de ce débat, recadrer un petit peu, montrer ce que c'est aujourd'hui que l'apprentissage, comme on l'entend maintenant. Eh bien, je dirais que c'est une formule qui reste toujours une formule d'excellence. Ça a toujours été quelque chose de tout à fait remarquable. L'apprentissage, à mon avis, c'est même l'archétype de la formation, de la transmission d'un savoir-faire, d'un métier, de toutes les professions. Mais aujourd'hui, au lieu de s'arrêter, comme on en avait l'habitude, à un niveau CAP, c'est-à-dire que sur des métiers essentiellement manuels, l'apprentissage s'est diversifié et concerne toutes les filières, et jusqu'au plus haut niveau, doctorat pratiquement. Voilà, et c'est pour ça que sur ce plateau, on a des jeunes qui sont tous Bac+3, on va voir, et qui vont nous raconter leur expérience. Christian Dapi, comment ça marche dans une grosse entreprise comme la vôtre, Veolia, cette formule d'apprentissage? D'abord, l'apprentissage, c'est un moyen moderne. C'est un moyen moderne d'embaucher pour les entreprises.
C'est un moyen qui permet d'embaucher tous les salariés, du plus bas niveau opérateur jusqu'au cadre supérieur. Chez Veolia, c'est un petit peu particulier parce qu'on a été un petit peu plus loin. On a créé nos propres centres de formation où l'on forme des apprentis avec des conventions avec l'État et les régions. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans ces centres de formation, ils sont certains de trouver du boulot en sortant? Ah, c'est le principal et peut-être le premier engagement du groupe. Tout jeune qui rentrera dans un des centres de formation du groupe et qui obtiendra son diplôme sera embauché en contrat à durée indéterminée. D'accord. Bien, alors on va voir les détails. On va demander à tous ces jeunes de se présenter pour qu'on comprenne aussi sur le terrain ce que ça donne. On va commencer par Haïfa qui va nous dire ce qu'elle fait d'abord. Donc moi je suis à l'école ICD, donc du groupe IGS. Donc je prépare un master en management de la relation client. Et je suis en Bac plus 3 Bac plus 4. Plus 4, je suis en master 1. D'accord. Donc je suis issue d'une filière générale, j'ai fait un bac ES et ensuite un BTS et une licence pour intégrer l'école maintenant aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis en alternance, c'est ma 3e année. D'accord. Alors l'alternance, comment ça se passe pour vous? C'est combien de temps en entreprise, combien de temps dans les études? En fait, nous avons 3 jours de formation donc à l'école, toutes les 2 semaines. Donc 10 jours en entreprise et 3 jours à l'école. D'accord. Donc voilà. Et sinon. Vous avez l'impression que vous progressez mieux comme ça? J'ai l'impression qu'on apprend beaucoup plus, mieux, je veux dire, parce qu'on a des acquis théoriques donc à l'école et on met en pratique tout ce qu'on apprend directement en entreprise. Donc on apprend à mieux maîtriser tout ce qui va être outils donnés donc à l'école. D'accord. Olivier. Bonsoir. Alors, je suis également donc à l'ICD du groupe IGS. Donc je suis actuellement en 3e année en commerce pour préparer également un master niveau 2 avec possibilité d'aller sur un master niveau 1 donc en faisant une 5e année. Donc j'ai le même rythme d'alternance que Haïfa. Et donc j'alterne entre mon entreprise donc au même rythme donc de 3 jours sur 15 jours Et vous avez envie de faire quoi? Et dans combien de temps? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Aujourd'hui, donc je travaille chez un gros équipementier automobile. Donc c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir aller jusqu'à mon master, à mon bac plus 5, et rester chez mon employeur avec mes 3 ans d'expérience et mon diplôme à la clé. Oui, mais pour faire quoi concrètement? Aujourd'hui, donc je suis assistant commercial. J'aimerais prendre un poste de commercial à part entière. Vendre des voitures? Donc moi je suis dans le siège automobile en fait. Ah d'accord, vendre des sièges. Voilà exactement, mais pas vendre des sièges en magasin, vendre des sièges directement aux constructeurs. Donc on travaille notamment pour des gros constructeurs français et partout dans le monde. Donc ça me serait vraiment passionnant. C'est beaucoup de techniques. Moi qui viens d'un milieu, qui ai commencé par des études techniques avant de faire du commerce. Et c'est vraiment un secteur intéressant. C'est pas mal en même temps de connaître techniquement les choses avant de les vendre. Voilà, c'est ça. Et pour ma part, c'est 80%. Mon métier aujourd'hui, c'est 80% de technique, 20% de commercial. D'accord. Alors vous êtes au contact d'un maître d'apprentissage, il faut expliquer ce que c'est. Donc le maître d'apprentissage nous suit tout au long de notre contrat avec l'entreprise, donc pour nous en l'occurrence 2 ans. Et donc c'est lui qui s'occupe du lien également avec l'école, qui fait le lien école-entreprise avec nos responsables de formation à l'école, et donc qui a pour but de nous suivre, de nous former. Sympa. Pour moi, ouais, très bien, ça se passe très très bien. Parce que c'est combien d'heures avec lui par jour? C'est toute une journée de travail. Donc il a intérêt d'être sympa. Ça peut aller jusqu'à des fois tard le soir, c'est déjà arrivé. Est-ce comment, dans une entreprise comme Veolia, comment sont formés les maîtres d'apprentissage? Ils sont sélectionnés sur quels critères? Beaucoup le volontariat. C'est-à-dire que c'est une... Ils sont payés plus? Ils ne sont pas payés plus, ils sont valorisés sous diverses formes. On a des expériences dans le groupe de certification des maîtres d'apprentissage, c'est-à-dire que eux aussi, après avoir goûté à la professionnalisation de leurs apprentis, ils ont envie, ça leur donne souvent envie de reprendre des études, et on va faire la VAE chez eux pour les certifier avec des titres de maître d'apprentissage. Dans certaines entreprises, c'est un grand groupe, on n'est pas en train de normaliser l'ensemble de la démarche. Certains peuvent être valorisés, y compris économiquement. Je crois que ça leur donne surtout envie de se réinvestir dans l'apprentissage. Ils deviennent formateurs dans les centres de formation du groupe pour la plupart, mais ils sont volontaires et ils sont formés systématiquement une semaine à la pédagogie de l'alternance. C'est-à-dire comment on accueille un jeune, comment on lui explique le travail, comment on rend compte de ses activités.
D'accord. Bernard Sellier, comment vous expliquez que, on en avait parlé plusieurs fois sur ce plateau, c'est vrai que la définition de l'apprentissage véhiculait beaucoup de choses un petit peu négatives et que justement tout le monde voulait sortir de ça. Et on a l'impression que ça marche parce que là les chiffres ont triplé dans les 10 dernières années. Qu'est-ce qui a fait changer la mentalité, la façon dont on considère l'apprentissage aujourd'hui? Écoutez, je m'interroge parce que moi j'ai jamais considéré que c'était... Non, je sais, mais... Non, au contraire, pour moi ça a toujours été, mais c'est vrai qu'il y a eu et d'ailleurs en plus quelque chose de tout à fait déplorable. Parce que comme l'apprentissage fonctionne aussi bien pour permettre à des jeunes en difficulté de s'insérer qu'à une élite d'aller aussi bien dans les métiers manuels que dans les métiers très intellectuels et même au plus haut niveau comme les exemples qu'on a ce soir, c'est vraiment une palette qui couvre tout, c'est vraiment l'excellence de la formation. Et je me suis toujours interrogé, mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être pourquoi je crois que c'est propre à la France. Avant, on disait voilà ceux qui vont dans l'apprentissage, ceux qui n'arrivent pas à faire des études, et maintenant c'est pas du tout ça. C'est une catastrophe parce que ça n'a jamais été ça, ça n'a jamais été ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette idée qui a été colportée. C'est peut-être aussi le fait que les jeunes aient de plus en plus de mal à trouver du travail. Au moins l'apprentissage avait cette garantie supplémentaire. Il y a tellement de choses. Moi, je serais passionné pour en parler pendant des heures parce qu'il y a la transmission même de la relation personnelle entre un maître d'apprentissage et un disciple avec un apprenti. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel qui devrait exister tout le temps. C'est la base de la transmission de tout. Ensuite, l'alternance, ça correspond au fonctionnement du cerveau et de l'être humain. Alternance entre la pratique et la réflexion. Il faut agir et puis expérimenter et puis tirer les conséquences, analyser de l'expérience. Bon, tout ça est merveilleux, ça devrait être la base de tout. Mais je suis très heureux, c'était une politique gouvernementale depuis plusieurs années. Jean-Louis Borloo l'avait lancé avec beaucoup de détermination puisqu'on a un objectif d'arriver à 500 000 apprentis en France. On en a 400 000. Oui, on arrive progressivement, mais on partait il y a 250 000 je crois il y a 2 ou 3 ans. Donc moi je me réjouis, en tout cas ça devrait être pour moi au contraire le modèle de toutes les formations. Alors les jeunes, on va vous donner la parole. Présentez-vous là, parce que là il y en a partout sur le plateau. Allez-y, vous avez un micro. Très bien, Fabrice Issant, bonsoir. Donc moi ça fait 8 ans que je fais de l'alternance, toujours dans la branche du commerce. J'ai commencé en CAP et j'ai évolué petit à petit et j'ai fini. Donc je suis actuellement en Master plus 1, donc je prépare mon Bac plus 4. Bac plus 4, d'accord. Tout à fait. Donc là je suis donc aussi à l'ICD et donc je travaille dans un grand groupe de télécommunications. D'accord. Et pour faire quoi? Alors actuellement je suis vendeur responsable de compte, donc j'ai à ma charge un portefeuille et donc je me déplace en clientèle. Donc vous travaillez vraiment là? Ah oui, je travaille, j'ai mon portefeuille, je suis complètement indépendant, je gère moi-même mon temps de travail, je suis complètement autonome. Et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir évoluer et pourquoi pas prendre la place de mon responsable. C'est bien. c'est assez simple finalement. C'est vrai que on n'a pas parlé parce que je pense que c'est important de l'aspect financier. Vous êtes payé? Oui, tout à fait. Alors en fait, on est rémunéré à un certain pourcentage du SMIC selon l'année et le temps de travail effectué. Après, ça va dépendre des groupes. C'est entre 25 et 75%, je crois à peu près. Ça va dépendre des groupes. Effectivement, là où je travaille, selon les collectivités, on touche un tout petit peu plus. Maintenant, c'est tout à notre avantage. Si on fait nos preuves, puisqu'on est dans le commerce, on a un système de primes qui s'incorpore à notre salaire. Et donc, c'est tout à notre avantage de travailler au mieux. Vous avez quel âge? J'ai bientôt 25 ans. Ouais, 25 ans, déjà gagner de l'argent et avoir des perspectives de piquer la place de son chef, c'est quand même déjà pas mal. Et on a des projets. Et effectivement, ça nous permet d'avoir des projets sur du long terme, puisque maintenant ça fait 8 ans que je travaille, donc on a la possibilité de mettre de l'argent de côté. Évidemment, les vacances, on a 5 semaines comme tout salarié. Autant s'entraîner maintenant. Voilà. Et puis donc ça nous permet d'évoluer rapidement et d'acquérir des compétences. Très bien. Vous passez le micro à votre voisine qui va se présenter également. Bonjour, donc moi je m'appelle Nadia, donc je suis pas du tout dans le commerce par rapport aux autres invités, donc moi je suis dans la comptabilité. Ouais. Je suis actuellement en DCG à l'ESIA. Donc moi j'aimerais continuer toute ma scolarité donc en alternance pour finir expert comptable. Alors vous avez fait un bac quoi? J'ai fait un bac STT à temps complet. D'accord. J'ai fait un BTS à temps complet et en fait j'ai commencé l'alternance l'année dernière.
Et là, vous travaillez où? Dans un cabinet comptable. D'accord. J'ai mon portefeuille client et je gère tout de A à Z, je suis autonome. Donc, et vous allez prendre la place de votre supérieur dans combien de temps aussi? Je sais pas, mais pour l'instant, tout se passe bien, c'est vraiment bien, quoi. D'accord. Vous avez un maître d'apprentissage aussi, on en parlait tout à l'heure de ce rapport, c'est Bernard Seigné qui le soulevait, qui est vraiment filial, quoi, entre le maître et l'apprenti. Vous avez ressenti ça aussi? Oui, je m'entends vraiment très bien avec mon maître d'apprentissage. Il y a une complicité vraiment qui s'est créée depuis l'année dernière et elle me transmet toutes ses connaissances. Donc, qu'est-ce qu'elle vous donne comme parce que j'imagine qu'entre vous la connaissez depuis combien de temps? Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Donc j'imagine qu'entre l'année dernière et aujourd'hui, ce sont plus tout à fait les mêmes conseils. Elle vous a vu grandir. Sur quoi elle insiste en ce moment, par exemple? Elle vous corrige comment? Je vais... comment vous dire? êtes incorrigible, je sais. Non, je vais pas dire ça, mais j'ai pas mal progressé en fait durant l'année dernière. Donc cette année, j'essaye plus ou moins de me débrouiller par moi-même avant d'aller la voir, de lui demander toujours, de lui poser mes questions. Donc j'évolue. D'accord. Micro à votre voisin qui est en plus supporter du Paris Saint-Germain, qui, faut le préciser, pour une fois a gagné. Par miracle, tout arrive ce soir. Moi, je m'appelle Mourad. Oui. C'est la première année que je fais de l'apprentissage. Je suis comme mon camarade je travaille pour un équipementier automobile. Et ma foi, ça se passe très bien. Toujours dans le fauteuil aussi ou? Non, le système de freinage. Système de freinage, voilà. Très bien. Et en fait, et commerce quand même. Commerce quand même, oui, parce que c'est l'industrie, donc c'est vraiment du pur commerce. Et comme vous le disiez tout à l'heure, avec le maître d'apprentissage, je pense que ce qui est bien, c'est que nos maîtres d'apprentissage sont des gens de qui on apprend beaucoup, très professionnels, et qui peuvent beaucoup nous apprendre tout au long de notre formation. Et c'est ça qui nous aide le plus au final, parce que on a des modèles qui sont là et sur qui on peut prendre exemple pour la suite de notre carrière. Mais dans les systèmes, enfin je sais pas, j'imagine dans les systèmes de freinage, il y a deux paramètres. Il y a effectivement l'aspect commercial, ce à quoi vous sert en principe votre maître d'apprentissage, mais il y a quand même tout l'aspect technique que vous devez maîtriser. Vous l'avez appris comment et avec qui ça? En fait, dès que j'ai intégré le groupe, j'ai eu des formations sur tout ce qui est de l'aspect technique des systèmes de freinage qu'on vend. D'accord. Et donc le but de l'opération, c'est de travailler quand et dans combien de temps? Vraiment? Le but, c'est d'ici 2 ans, pourquoi pas si l'entreprise me propose un poste, travailler directement avec eux. Puis surtout, l'occasion qu'on a, c'est que l'école dans laquelle on est nous permet de travailler avec des entreprises qui sont des grands groupes. Oui, donc vous êtes au contact d'autres personnes, vous pouvez faire acte de candidature. L'apprentissage nous permet de construire notre future carrière en fait. C'est-à-dire nous permet d'assurer notre futur en termes professionnels. Vous êtes heureux? Très heureux. Ouais, ça se passe bien? Ouais, ça se passe très très bien. Très bien. Suivant, qui a un micro? Oui, donc moi je m'appelle Flavie. Comme mes autres camarades, je suis au groupe ICD. Donc là, j'entame ma 2e année en alternance dans un grand groupe automobile et je travaille au service commercial. Pour vendre quoi? Des véhicules. Ah, carrément? Oui, c'est des véhicules. Et ça veut dire que là, vous préparez dans l'avenir être dans un garage, une concession, être concessionnaire et vendre des voitures, c'est ça? Non, là, moi, je travaille plus au niveau location longue durée. Et donc là, je voudrais encore continuer dans le groupe pendant 2 ans. Et après, j'aimerais bien changer de secteur parce que là, ça fera 3 ans dans le secteur automobile. Donc, ah oui, c'est ça. La finalité, c'est pas de rester dans le secteur automobile. J'imagine que quand on sait vendre des automobiles sur une location de longue durée, on sait faire plein d'autres choses. Et qu'est-ce qui vous intéresse à part ça? Après, c'est vrai que toucher le secteur automobile, c'est assez particulier, mais ça permet, comme vous dites, de vendre une voiture. Après, on peut vendre aussi d'autres choses, et j'aimerais bien plutôt partir dans un secteur tourisme ou peu vraiment changer. Carrément, oui. Carrément. Le temps que vous passez en entreprise et le temps que vous passez dans les études, quel est celui que vous préférez? Les deux apportent, beaucoup de choses. C'est vrai que quand on retourne à l'école, on retrouve aussi tout ce qui est l'esprit de camaraderie et c'est plus convivial. Et après, quand on retourne au travail, là on a, c'est différent, c'est une ambiance de travail, c'est complètement différent. Mais les deux sont importants, je pense. D'accord. Suivant.
Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Morad. Donc je suis comme Haïfa, donc en master management de la relation client, donc en première année. Et donc je suis actuellement dans un groupe de banque assurance. Voilà, donc ça fait ma deuxième année. Très porteur en ce moment, on très porteur. Que l'actualité tout le temps. Voilà, donc l'année dernière, donc j'ai fait un peu de distribution. Donc j'ai eu un cursus très distribution, et donc j'ai décidé de changer pour voir un peu ce que donnait les autres. C'est-à-dire banque destinée à gérer les portefeuilles de distribution? Non, en fait j'ai eu un cursus au niveau distribution, donc dans lequel j'étais stagiaire manager, donc au sein d'un supermarché. Et donc cette année je suis passé en fait sur la banque assurance pour vraiment élargir mes connaissances et mes compétences dans ce domaine-là. Est-ce que ça veut dire que là vous allez forcément vous limiter au secteur bancaire dans la suite? Non, de pas du tout. Pas du tout. Alors vous avez envie de faire quoi? Alors personnellement, j'ai un projet, donc c'est de créer ma propre entreprise. Ah bah ouais, pas mal. Voilà. Et l'avantage en fait en cours, c'est qu'on a des matières qui se rapportent pas forcément au secteur bancaire. Donc marketing achat, donc des matières générales, enfin du côté plutôt général, et d'autres très professionnels, donc avec des intervenants, donc des vrais professionnels du terrain. Donc ça nous permet d'avoir une visu plus complémentaire des deux, entre la théorie et la pratique en fait. D'accord. Et vous avez l'impression, quand vous revenez, on l'a évoqué là, en classe donc, et que vous retrouvez vos camarades, que tout le monde progresse de la même façon, ou qu'il y a des endroits où ça dépend? Est-ce que ça dépend du maître d'apprentissage ou des autres? Je sais pas. Généralement en entreprise, ça se passe très bien, car on choisit le maître d'apprentissage selon ses capacités, donc à apprendre, à donner de leçons en quelque sorte à l'apprenti. Donc au niveau des cours, donc chacun avance à son rythme. Mais on est là encore pour s'aider, pour s'entraider entre nous. Donc il y a vraiment comme dit ma collègue, un esprit de camaraderie et d'entraide en fait entre nous. Car on vit tous à peu près la même situation. D'accord. Bernard Sellier, on le disait, c'est vrai que ça a l'air de marcher, c'est vrai, ils ont l'air épanouis tous, et puis en plus ils gagnent de l'argent très tôt. J'ai oublié de vous demander, vous laissez créer une société, mais de quoi et quand? C'est plutôt dans la distribution. C'est un supermarché quoi, en gros, non? Un peu plus spécialisé. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, on a l'impression que ça marche. Mais quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que c'est qu'1% des étudiants, en fait, toutes filières confondues. C'est pas grand-chose. Pourquoi c'est si peu et qu'est-ce que vous espérez dans les années à venir? Moi, personnellement, j'espère que ça se généralise, que ce soit vraiment la voie générale de formation et d'apprentissage de tout métier, de toute profession. Parce que c'est tellement... Enfin, moi, je suis frappé de voir d'abord l'épanouissement de chacun. Ils sont heureux, manifestement. Vous n'êtes pas sélectionné, hein, c'est pas la Star Academy ici. Non, mais je n'ai jamais rencontré qui soient malheureux, au contraire, ils sont vraiment complètement épanouis. Ils sont enracinés dans le réel. Ils ont une autonomie financière normale à cet âge-là, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des situations chez des jeunes qui n'utilisent pas ces voies de l'apprentissage qui sont désolantes parce que ils sont maintenus dans un état d'assistance finalement de la part de la famille quand ils en ont. C'est vraiment déplorable. Alors que là, c'est vraiment une voie qui devrait être vraiment choisie et que j'espère qu'il y a une explosion de l'apprentissage dans les années qui viennent. Est-ce que les grandes écoles jouent le jeu? J'ai l'impression que ça commence. En tout cas, il y a une demande. Il y a une demande, en tout cas, de la part. Et moi, je suis heureux de. C'est la première fois que j'ai la possibilité de rencontrer, de manière avec des apprentis aussi nombreux de ce niveau-là. J'ai plutôt fréquenté jusqu'à maintenant les pâtissiers, les CFA, quoi. Donc, qui sont aussi tout à fait merveilleux. Et je suis heureux aussi de constater que ce que je pense des maîtres d'apprentissage, ils le confirment. Un maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui veut voir passer son apprenti, celui qu'il forme, devant lui. Il ne rêve que d'une chose, c'est que l'autre, le jeune, fasse mieux que lui, arrive mieux. Donc c'est pas, au contraire, il n'y a pas une tutelle, il y a vraiment ce souhait de faire passer devant soi. Donc tout est absolument extraordinaire. J'espère que ça explosera, que ça se développera, et que la demande qu'ils fassent savoir autour d'eux, leurs amis, que vraiment il faut s'engager dans ces voies, que ces voies sont merveilleuses. Christian Lapillier, à Veolia, c'est un secteur que vous voulez développer, vous avez l'impression que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'entreprise? Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la difficulté à recruter. Hein. On est dans un monde un petit peu bizarre où on parle de chômage et en même temps les entreprises ont du mal à recruter. Vous voulez dire qu'on se trompe moins, peut-être On se trompe moins. Ça veut dire que l'on a des militants de l'entreprise ou des salariés militants de l'entreprise et du travail qu'ils font, sans doute beaucoup plus motivés.
Pour nous, les questions se posent en termes de quantité aussi. Nous recrutons 40 000 personnes par an et notre ambition, c'est d'intégrer à terme 4% de nos effectifs en apprentissage. Ça veut dire que pour nous, l'apprentissage ou l'alternance, parce qu'il y a diverses modes, ça devra devenir le moyen privilégié de l'intégration dans l'entreprise. Alors un mot sur Apprentissaine quand même, c'est un concours qui a été lancé. Vous l'avez fait? Vous y participez? Je participe et voilà. On passe sur scène mercredi prochain. Alors ça consiste en quoi? Parce que c'est un concours de sketch en gros, où vous parlez de votre apprentissage? C'est pas forcément des sketchs, en fait c'est des scènes sur des, des images. Sur des sujets d'actualité ou sur une situation professionnelle par exemple. Et donc c'est un événement qui a été créé en fait pour valoriser justement l'image de l'apprenti qui est donc, comme on dit seulement 1% des étudiants en France alors que c'est quelque chose de très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'aller jouer sur scène? Parce que ce que vous faites, ça n'a rien à voir quand même. C'est encore une nouvelle expérience, quoi. Après l'expérience professionnelle, les études, comme là, d'être à cette émission, c'est une expérience. C'est une expérience et se préparer plus tard, si j'arrive à monter là où j'en ai, jusqu'au niveau où j'en ai envie, par exemple dans l'entreprise, et être capable de me présenter devant une audience, présenter une réunion, pour moi c'est ça, et puis voir ce dont quoi on est capable. Ça vous donne un peu d'assurance. C'est vrai que dans les remarques, j'en ai pas parlé, il y a beaucoup de remarques sur des internautes qui disaient qu'effectivement, qui mettaient en valeur l'assurance que donne l'apprentissage. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Qui a participé encore à Apprentissaine ici? Il y a Fabrice. Oui. On va lui donner le micro juste un petit peu. Alors vous avez mimé quoi vous mis en scène quoi? Alors j'ai mimé en fait tout simplement des jeunes au volant qui faisaient un petit peu les fous et qui s'étaient fait flasher sur autoroute en faisant des courses et en fait on avait un slogan à la fin en disant que la route c'était pas un circuit et on a eu la chance d'aller en finale et malheureusement on a perdu mais bon c'était un sketch apprécié. Et c'est fait pour être drôle, pour être alors c'est fait pour faire passer un message tout simplement. Le nôtre en l'occurrence c'était plus sur la sécurité routière et en même temps on voulait faire quelque chose de marrant. Ça a plutôt bien marché et puis aujourd'hui voilà je me suis représenté pour le faire effectivement en espérant que ça fonctionne de la même façon qu'il y a 2 ans. Très bien, on vous souhaite à tous une merveilleuse carrière et on a vu c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de perspectives. Il faut aller vers ces filières d'apprentissage, il y a quand même des retombées et des débouchés énormes. Merci beaucoup, vous restez là sur le plateau, on passe juste ensemble le dernier coup de fil, enfin ensemble, c'est surtout moi qui vais parler et mon interlocuteur qui est au téléphone. C'est ce soir qu'a décollé de Paris la mission humanitaire destinée à libérer Ingrid Betancourt, peut-être la mission de la dernière chance pour l'otage franco-colombienne. Fabrice Deloy, l'ancien mari d'Ingrid, est avec nous dans Bout de la France ce soir. Bonsoir Fabrice Deloy. Bonsoir. Alors, on va pas vous demander des nouvelles de cette mission qui est partie tout à l'heure, mais est-ce que vous avez l'impression que là, enfin, puisqu'on a suivi évidemment votre implication quotidienne, est-ce que vous avez l'impression qu'enfin on se rapproche de cette libération-là? Écoutez, je l'espère de tout mon cœur parce qu'il est plus que temps qu'on y arrive. Est-ce que vous avez pensé au scénario qui peut arriver? Ça peut se passer comment cette libération? C'est dans les heures qui viennent de toute façon, a priori. Je ne pense pas que cette libération soit dans les heures qui viennent. Ce que je pense en revanche et ce que j'espère, c'est que dans les heures qui viennent, les émissaires et les médecins pourront être au contact d'Ingrid. Oui, parce que c'est l'autre souci bien sûr, et c'est l'autre versant de votre inquiétude. C'est vrai qu'on a des nouvelles qui sont assez alarmantes sur son état de santé. Vous en savez un petit peu plus? Écoutez, ce que j'en sais, oui, elle est très gravement atteinte du foie. Elle a un problème hépatique grave, et puis elle a des maladies tropicales comme la leishmaniose et des accès de paludisme. Donc elle est en très très mauvais état physique. On a entendu parler d'une grève de la faim qu'elle effectuerait depuis un mois. Vous avez la confirmation de cela ou c'est juste les conséquences de son état physique? Moi je pense plus que ce sont les conséquences de son état physique, mais ce que je sais également d'Ingrid, c'est que ça peut être aussi une formule de résistance par rapport au supplice qu'elle vit et que lui font vivre les FARC. La France peut faire davantage encore?
à écouter ce que fait la France avec l'aide de la Suisse et de l'Espagne. C'est tellement remarquable que je ne peux que me dire qu'il continue sur cet axe-là et j'espère qu'on va y arriver. Merci beaucoup Fabrice Deloy. Tous les espoirs que l'on peut formuler sont les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Comme je remercie tous ceux qui étaient sur ce plateau ce soir, merci d'être venus si nombreux. Et on va remercier également Dominique Fass qui réalisait cette émission. Ce soir, il y avait du monde. Pierre-Henri Gergonne qui a tout maîtrisé comme d'habitude avec sa clé de neuf. Et puis Anaïs Jaunet et Élise Buridard qui ont préparé cette émission. Tout de suite face à nous avec Henri Drincourt, invité de Michel Grossior. Excellente soirée et bien sûr à demain en direct. Au revoir.